Théodorine Nguema Obiang Mangué devant la justice française. Le procès d'Idebien Malaki s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le fils du président de Guinée équatoriale est accusé de s'être bâti en France un patrimoine considérable en détournant des fonds publics. Dans ce procès qui s'ouvre, il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros. Les partis civils, dont les associations anticorruption, Sherpa et Transparency qualifient déjà d'historique ce procès qui n'est rien d'autre qu'un procès politique. Pour les avocats de la défense, la bataille juridique qui s'annonce promet en tout cas d'être rude et tient en haleine. Même en Guinée équatoriale, des milliers de militants du parti au pouvoir ont défilé dans les rues de Malabo, la capitale, pour condamner l'ouverture du dit procès. Mascarade, processus judiciaire illégal, arbitraire et instrumentalisé sont les expressions à retenir de cette sortie. Mais dans cette affaire dite des biens Malaki, ce n'est pas uniquement Théodorine Nguema Obiang Mangué qui est concerné. Les familles Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Bongo du Gabon sont aussi cités. Nous en parlerons si le temps le permet. France, ouverture du procès contre Théodorine Nguema Obiang, affaire bien Malaki. Pour quelles attentes? Ce sera notre débat du jour sur Angle de Vue. Votre émission qui, vous le savez, s'intéresse à l'actualité sur le continent africain. Nos invités du jour sont plus tardés. D'abord, Lamine Cissé. Bonjour. Bonjour, Johannes. Écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, aujourd'hui, Maître Alain Roula. Bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, au Bénin. Alors, messieurs, après un report de 6 mois à la demande des avocats de la défense, le procès d'Idebien Malaki s'est enfin ouvert à Paris. Maître Roula, votre réaction à la tenue effective de ce procès? C'est un procès qui se tiendra parce que le tribunal correctionnel de Paris a confirmé sa compétence, a déjà subi une première demande de report au mois de janvier qu'il a accepté pour des raisons, on va dire, d'équité. Parce que les avocats donc, du mis en cause semblaient dire ne pas avoir suffisamment de temps pour préparer leur défense. Mais on s'aperçoit, et bien qu'on s'aperçoive que toutes les manœuvres dilatoires vont être engagées, le tribunal correctionnel de Paris donne le sentiment de bien vouloir aller jusqu'au bout de ce procès que l'auxiliaire de justice ou l'acteur de justice et le citoyen africain saluent. Alors, Lamine Cissé, y a-t-il des raisons de se satisfaire de l'ouverture de ce procès? Je ne suis pas du tout satisfait. Pourquoi? Parce que c'est les effets. On va essayer de juger les effets alors que les causes sont là. Les causes. Quelles sont-elles, les causes? Ils défendent qui là, dans ce procès-là? Le peuple guinéen-équatorien? Ou bien c'est les Français ils défendent? Ou bien c'est les principes de gouvernance qu'ils défendent? Si c'est ça, les maîtres de des mauvais principes de gouvernance, ceux qui l'ont inculqué en Afrique, c'est eux. Je pense que ces ONG devaient commencer par le commencement. Ils sont allés vers la fin. Moi, c'est ce qui me laisse dubitatif. Je pense qu'ils devaient évaluer la colonisation et faire l'évaluation de la France-Afrique qui a tué le Gabon, qui est en train de tuer le Congo et la RDC. Ils n'ont qu'à faire cette évaluation-là. Ils n'ont qu'à évaluer le pillage économique qui a été perpétré contre la grande RDC jusqu'à présent. J'allais applaudir. Parce que là, ils sont en train de toucher directement les causes profondes qui appauvrissent ces populations, ces millions et des millions de populations africaines. Mais il prend un élément le fils Obiang. C'est lui. Ils disent qu'ils vont aller vers le Gabon, mais ça me fera plaisir. Ils devaient commencer par le Gabon. Ce pays qui fait 2 fois plus grand que le Bénin, qui à l'indépendance avait moins de 300 000 habitants, qui aujourd'hui ne fait même pas 1 500 000 habitants. Ce peuple-là est encore pauvre, avec toutes les ressources. L'argent est allé où? Ils n'ont qu'à aller chercher ça. Ils n'ont qu'à aller chercher ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Sinon, ça, vraiment, pour moi, ils sont en train de créer ce qu'on appelle de l'événementiel autour des effets. Et ils laissent les causes. Les mêmes causes sont en train de produire les mêmes causes parce que cette pillage économique, ce système mis en place est déjà là. C'est toujours là. Ça continue de le faire. Voilà. Moi, ils ne vont pas m'endormir pour
ces trucs-là. Voilà, c'est en tout cas tranché. Maître Aleronla, c'est le tout premier procès de l'affaire Didé Malaki. On sait qu'il y a plusieurs familles et plusieurs régimes qui sont concernés. La procédure, elle a été entamée il y a une dizaine d'années. Pourquoi le cas Théodore Nguema Mangué en premier? Parce que c'est le dossier le plus emblématique, parce que... mais évidemment, même si le gouvernement équato-guinéen se défend de ne pas être soutenu parce qu'il n'appartient pas à la France-Afrique, je ne sais pas qui on indexe en disant il. Moi, ce que je sais, on ne peut pas se plaindre d'une chose et de son contraire. Les faits sont là, ils sont avérés. Les faits, c'est que ce jeune homme dispose d'un patrimoine de plus de 300 millions d'euros, c'est-à-dire 10 fois plus que le budget annuel de son pays, dont le taux de pauvreté et de mortalité infantile, d'absence d'éducation, etc., est effarant. Alors, c'est un patrimoine insolent dont il est établi qu'il n'a pas pu être acquis par le travail honnête. Il se trouve que ce patrimoine qui provient de vol et de détournement... Il n'y a pas de preuve. Mais le procès va l'établir. Vous accusez sans le procès, Maître Aleronla. Mais on accuse et la personne vient se défendre et on n'accuse pas dans le vide. On n'est pas allé faire un procès des biens mal acquis contre les fils Kérékou, par exemple, ou contre les fils Talon, ou je ne sais quel autre chef. Et la France se mêle bien de ce qui la regarde, puisque environ 200 millions d'euros seraient sur le territoire français. Mais vous pensez que est-ce que ça suffit? C'est largement suffisant, parce qu'il ne faut pas que les gens parlent sans savoir de quoi on parle. Le droit pénal est très clair, et la compétence des juridictions répressives françaises est établie dès lors que l'un quelconque des éléments constitutifs de l'infraction se déroule sur le territoire français. Dès lors que l'un quelconque des auteurs ou des complices se trouve sur le territoire français. Dès lors que l'un quelconque ou l'une quelconque des victimes ou des plaignants se trouve sur le territoire français. Il faut séparer, même si ça fait sourire, la justice française, qui est quand même malgré tout indépendante, de l'État français. Lorsque la justice française est saisie, et vous avez vu la bataille procédurale qu'il y a eu, 10 ans à peu près avant que la Cour de cassation déclare recevable la constitution de partie civile des ONG. Donc, ce n'est pas la France qui s'est invitée dans un débat en Guinée équatoriale, c'est la Guinée équatoriale, ou plus exactement, son vice-président, qui s'est invité frauduleusement en France en y établissant son repère. Et moi, j'ai beaucoup apprécié l'humour du représentant du parquet, qui se dédouane de ce que la France se mêle de ce qui ne la regarde pas. C'est un peu comme si on laissait les trafiquants, les narcotrafiquants d'Amérique latine venir prospérer tranquillement en France sans rien dire. Et les victimes dans ce dossier, c'est encore nous. Nous ne pouvons pas reprocher aux colons et aux esclavagistes de nous dépouiller de notre patrimoine, des richesses de notre sous-sol, et de refuser qu'on mette un terme à l'impunité, surtout lorsque ces agissements sont le fait de fils de ce continent, appauvri, alors qu'on se sert des ressources de ce continent pour aller enrichir les Européens. Moi, je dis bravo à ce réveil citoyen, bravo, et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une opposition en Guinée qui salue l'ouverture de ce procès. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des associations de victimes équato-guinéennes ou congolaises qui se constituent partie civile dans ce dossier. Il faut que les faits soient établis et que les sanctions tombent. Alors, Lamine Cissé... Non, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre le pillage systématique de nos économies. La mauvaise gouvernance, je ne le suis pas. Mais je veux être méthodique dans mes analyses. On ne peut pas m'endormir, quoi. Il y a les causes profondes qui nous ont appauvris. Vous savez, c'est une goutte d'eau. Le patrimoine dont il décrit là, dont il n'a même pas les preuves, c'est une goutte d'eau par rapport à des milliards et des milliards de dollars que le système a dépouillé les populations pour les amener vers l'Occident. C'est ça qui me révolte. Je me révolte, je suis d'accord, mais ça me révolte. Vous savez, l'argent qui a été volé en Afrique, ça continue. C'est le système. Je serais très content que ces ONG-là, comme ils aiment l'Afrique, ils n'ont qu'à nous aider d'une façon très, très profonde, très, très, très constructive.
Ce n'est pas de s'attaquer à un individu qui est un Africain. Et qui d'ailleurs est soutenu par son peuple qui font la marche pour dire on ne vous a pas demandé. Je voudrais qu'ils nous disent, eux, comment ils ont dépouillé l'Afrique. L'Afrique est un continent aussi riche. Ils ont amené toutes les richesses. Les richesses là sont allées où? Ils n'ont qu'à nous faire l'évaluation là. Nous voulons savoir l'évaluation là. Ils n'ont qu'à nous aider à faire ça. Parce qu'ils sont outillés, c'est eux qui vont, ils ont mené des enquêtes. Mais sur un individu, non. Il faut qu'on mène des enquêtes sur des systèmes. C'est ça qui m'intéresse. Quand on veut prendre des individus, même au Nigeria ici, il y a des gens qui détournent de l'argent. Nous avons le président qui était là, qui est en train de rendre gorge. Il est en train de rapatrier les sous. Vous voulez parler de Goodluck Ebele Jonathan? Oui. Non, Goodluck, non, le président qui est là actuellement, malade. Là, Président Bouhari? Oui. J'ai dit, lui, quand il est venu au pouvoir, il a mis l'accent sur ça, là, pour rapatrier les fonds qui ont été... Sur la lutte contre la corruption. Voilà, mais cet argent-là, ça existe. Transparence, ils sont là. Hein. Ils savent tout ça, là. Il y a un système qui a fait que les gens amènent nos richesses, ils ont dépouillé, c'est-à-dire qu'ils ont vidé l'Afrique de sa substance. Heureusement, nous sommes très riches, parce que ça reste encore, hein, on en a. Mais le système est là. Je voudrais que ces ONG-là s'intéressent plus au système pour nous dire, pour dénoncer les États, dénoncer la France, dénoncer les États-Unis, etc. Le rôle fondamental qu'ils ont joué à dépouiller l'Afrique, à mettre l'Afrique, les fils africains à genoux. Donc ça m'intéresserait beaucoup. Vous accusez ces ONG de complicité. Mais c'est-à-dire qu'ils nous endorment en tant qu'Africains, ils nous endorment. Le système, d'autres systèmes de dépouillement continuent, et ils ferment les yeux là-dessus. Ils s'attaquent à un individu pour dire c'est le fils. Parce que c'est très sensible. Hein? C'est le fils du président qui est en place. C'est comme on a mis le spectre Karim Wade au Sénégal. On a dit c'est le fils du président Wade. Donc tout ce qu'on lui colle, ça doit passer. Alors que la réalité est autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas, comme vous l'avez dit, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Il faut aller au fond du dossier pour s'édifier. Maître Léon, là, est-ce que mathématiquement, le vice-président de Guinée équatoriale n'est pas plus facile à attaquer que le chef de l'État gabonais ou le chef de l'État du Congo-Brazzaville? Moi, je n'ai pas d'objection à ce que l'on procède à un révisionnisme. Le fait est là, on ne s'en prend pas à un fils. Je ne vois pas ce qu'on a à foutre, permettez-moi d'être vulgaire, de Théodorino Biangangema. Les faits sont là, il ne faut pas les nier. Cet argent est bien en France, il a été confisqué, les bolides sont là, on vous parle du patrimoine de quelqu'un qui ne travaille pas depuis longtemps, même s'il est vice-président. Il a été plusieurs fois ministre. Mais qui se promène avec des yachts. 2, 3, fait des caprices qui coûtent des centaines de millions d'euros. Il n'est pas pauvre. Mais écoutez, on ne lui reproche pas d'être riche, on lui reproche de s'enrichir sur le dos de son peuple. C'est-à-dire que même si cet argent avait été légalement gagné... Est-ce avéré, Maître Léon, là, si ce n'est... Est-ce qu'un ministre... C'est avéré parce que... Encore en Guinée équatoriale, pour participer à des fonctions politiques, on peut être homme d'affaires. Son père l'a défendu. Écoutez, la question n'est pas là, on ne va pas refaire les débats que le gouvernement équato-guinéen reconnaît et tente de justifier. Ils ne disent pas que cet argent n'a pas été viré sur des comptes suspects. Ils disent que c'est de l'argent légalement gagné et que ce n'est pas à la France d'en juger. Est-ce impossible de gagner autant d'argent légalement, Maître Léon? Il ne s'agit pas de dire que c'est impossible. Si vous volez un œuf, vous êtes un voleur. Si vous volez un bœuf, vous êtes un voleur. Permettez quand même que la France, qui n'a rien demandé à personne, juge sur son territoire des fruits d'un larcin colossal. Il ne s'agit pas de donner une leçon de morale. Je ne vois pas ce que l'État français vient chercher dans ce procès. C'est comme si vous me disiez, ben écoutez, si on attrape un trafiquant de drogue en France, qu'on le juge, parce qu'il serait béninois ou ministre béninois, on dit que la France n'a rien à voir là-dedans. Alors que les règles de compétence sont tout à fait claires, une infraction, c'est une infraction. Et ces infractions ont été constituées en France, et je ne vois pas pourquoi on s'en prend seulement à la France, puisque des enquêtes ont été diligentées aux États-Unis, où le mis en cause a payé une lourde amende pour ne pas être poursuivi. Tout à fait. Il y a des dossiers en Suisse, aux Pays-Bas, des saisies, des séquestrations tous azimuts, et on est en train de s'agiter. Est-ce que nous allons reprocher à Victor Schwelcher d'avoir contribué, si ce n'est pas qu'il a été l'auteur ou l'instigateur de l'abolition de l'esclavage? Moi, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. C'est vrai, il y a eu pillage, il y a eu tout ce qu'on veut,
mais il y a un début pour cette lutte contre l'impunité. Et moi, je pense que c'est parce que les Africains n'ont pas pris leurs responsabilités, parce que le gouvernement équato-guinéen tolère, c'est un système de gouvernance, que la question se pose. On n'est pas allé au Nigeria parce que, par exemple, quand le président Obasanjo est arrivé, il s'est battu pour faire rentrer quelques fonds qui avaient été précédemment détournés. Donc, moi, je crois qu'il faut savoir raison garder et circonscrire les débats à ce qu'ils sont. Le juge français n'est absolument pas sensible. Ce n'est pas le parquet qui a déclenché les poursuites, d'ailleurs, pour qu'on insinue que ce serait sur l'instigation du gouvernement que ça a été fait. C'est des associations qui luttent pour l'Afrique. C'est des associations des droits de l'homme, etc., qui ont déposé plainte. Et je trouve même que la justice française, par le parquet, a tellement résisté, parce qu'il y a eu recours sur recours pour accepter la recevabilité de cette constitution de partie civile et donc du déclenchement des poursuites. Alors, je crois qu'il faut savoir vraiment raison garder. Et quand vous me parlez de preuves, écoutez, les immeubles sont en France, les reportages sont là, les comptes sont là. On n'est pas venu en Guinée saisir les comptes. C'est en France qu'on a mis la main sur les comptes. C'est en Suisse qu'on a mis la main sur les comptes. Et s'ils disent, mais écoutez, nous, on n'a pas de compte, je ne pense pas qu'il y aura un procès. Alors, Lamine Cissé. J'ai un problème. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Maître là qui, je sais, c'est un brillant avocat, ça, c'est reconnu. C'est un très très bon avocat que j'apprécie beaucoup. Oui, sa position, c'est une position de principe. Je ne refute pas sa position, c'est une position de principe. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est la méthode, c'est les priorités. C'est sur ça on n'est pas d'accord. Ok, mais tout ce qu'il défend, je fais bien tout ce que vous êtes en train de dire qu'il faut. Mais s'il faut, vous passez, vous dites que... Mais au Nigeria, ici, là, il y a des gens qui ont des aéroports, des privés qui ont des aéroports. Et ils ont des aéroports à Londres ou aux États-Unis. Vous parlez de jets privés? Mais ils ont des jets privés. C'est les Blancs qui prennent leurs mallettes. L'argent qu'ils ont à l'extérieur, ils n'ont pas ça au Nigeria. C'est des multimilliardaires en dollars. Mais moi, je pense que ça, c'est un règlement de compte politique. Mais si les ONG veulent aider l'Afrique, ce n'est pas par des individus qu'on doit épingler pour aider l'Afrique. Ça apporte quoi à l'Afrique? Alors que le système est là en train de piller toujours. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, comme ils sont outillés, eux, ils font des recherches, ils font de l'investigation. Mais ils n'ont qu'à nous aider. Moi, je suis d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à nous aider autrement. Mais ils n'ont qu'à nous aider à épingler, eux, leur État, qui sont venus piller, qui continuent à piller nos systèmes-là. Ils n'ont qu'à nous aider à clarifier et à publier cela. J'allais applaudir avec mes pieds et mes mains. Franchement. Alors, mais c'est-à-dire qu'ils sont en train d'endormir les gens sur des choses. C'est-à-dire que c'est une vase, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ce qu'ils sont en train de dire. Ça n'a rien à voir avec tout le patrimoine dont l'Afrique a été dépouillée. Selon vous? Et les responsables de ce dépouillement-là, ce sont les États occidentaux eux-mêmes. Donc comme ils sont là-bas. C'est un procès politique. Mais oui, c'est comme ils sont là-bas. Là. Ils n'ont qu'à nous aider à évaluer ça d'abord et à nous montrer voilà le système qui se passe. Eux, on va dire, oh les ONG là. Maintenant, quand ils font ça là, ils vont maintenant attaquer individuellement nos gens qui pillent nos économies, nos Africains qui pillent. Je vais applaudir. Mais ça là, moi, ça ne me dit rien. C'est un non-événement, c'est un non-effet. Parce que ce que moi je cherche, il ne faut pas que le système qui est instauré est en train de faire en douce dans les coulisses. Le système est en train de nous piller et de nous tuer. On ne se soigne pas. On ne va pas à l'école. On a des problèmes. Le système est là. Mais ils n'ont qu'à s'attaquer à ce système-là. Alors, Maître Léon, là, il y a les avocats de la défense qui ont relevé le fait que le dossier est toujours pendant devant la Cour, la CIJ, la Cour internationale de justice, et que cela devrait être suspensif. On devrait surseoir à statuer avant la décision finale de la CIJ. C'est leur point de vue. En tant que professionnel, je le respecte, même si ça me fait rire, parce que la CIJ a été saisie de manière dilatoire pour se prononcer sur une exception. L'hôtel particulier de l'avenue Foch, qui a été nuitamment et précipitamment, cette garçonnière qui a été précipitamment transformée en ambassade. Donc, la CIJ s'est prononcée en disant qu'il fallait reconnaître le caractère diplomatique de ce bel outil de villégiature. Ça n'empêche pas la procédure de se poursuivre et il n'y a aucune entorse. Maintenant, puisque nous sommes dans la critique, vous avez parlé des milliardaires nigérians, etc.
S'il est établi que ces milliardaires étaient des trafiquants de drogue et qu'une plainte est déposée contre eux en France parce qu'ils y ont mis leurs avoirs, il y aurait des poursuites. On dit que des fonds sont détournés et que ceux qui en sont les responsables, qui disent en être des propriétaires, sont au gouvernement. C'est ça l'infraction. C'est-à-dire qu'on reproche à nos dirigeants, d'ailleurs maladroitement promus, on leur reproche de détourner l'argent de leur pays qui appartient à tous les citoyens de ce pays et de les loger dans des banques étrangères. Les 200 millions de dollars ou d'euros qu'on reproche par exemple à Teodorino d'avoir dans les banques françaises représentent plus de 4 ou 5 budgets annuels du ministère de l'Éducation équato-guinéen. Plus de 10 fois le budget de la santé de ce pays. Alors, est-ce que nous allons continuer à rejeter le tort sur les autres? Cet argent nous ferait du bien. Regardez, on poursuit le cynisme. Il accepte de transiger. Quand on transige, c'est bien parce qu'on plaide coupable et qu'on a des choses à se reprocher. Et on a versé plus de 30 millions de dollars au fisc américain qui dit le redistribuer à des institutions caritatives. Est-ce que ces 30 millions de dollars ne feraient pas un peu plus de bien en Guinée équatoriale? C'est là la vraie problématique. Et comme du cynisme, puisque vous me parliez de mon confrère Marcigny, ben écoutez, on va le payer grassement pour jouer le comique d'office. C'est-à-dire c'est un comique d'office milliardaire qui sait très bien que la position qu'il tient n'est pas juridiquement soutenable. Mais, Maître Léon-là, n'est-on pas en train d'aller vers une jurisprudence? C'est vrai qu'on qualifie ce procès d'historique et d'inédit, et moi je dis bravo, il faut bien créer un précédent. Mais je crois qu'on exagère le caractère inédit de cette procédure qui serait restée une procédure banale s'il ne s'était agi de Teodorino. Je pense que c'est la partie adverse qui est en train de dramatiser et de rendre spectaculaire et de rendre politique cette procédure. Effacer son titre de vice-président, dont il s'affuble pour échapper à la justice. S'il n'avait rien à se reprocher, il se présenterait. Il bénéficie d'une immunité. Qu'il dit, mais cette immunité a été battue en brèche. Ah bon? D'une part, parce que lors de la commission des infractions, il n'était pas vice-président, et que précisément, il a été fait vice-président pour échapper aux poursuites comme on le fait ici. On vole quand on est au gouvernement et on est député et après on pas d'immunité. Pour vous, Maître Léon-là, cette les nomination juridictions est uniquement pour échapper? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il vient fort opportunément. Et l'argument principal, c'est de dire, ne vous mêlez pas de nos affaires, on est vice-ministre, on a une immunité, alors que la question est toute simple. Pouvez-vous justifier l'origine légale des fonds qui sont placés dans nos banques? C'est pas autre chose. C'est pas la France qui est allée chercher Obiang à Malabo ou à Bata. C'est Obiang qui est allé acheter des costumes en France, qui a mis tellement plus d'argent que ses rémunérations les plus élevées ne peuvent justifier. Et il se trouve que dans ce pays, ça s'appelle une infraction. Maître Léon-là, c'est un homme d'affaires. Lamine Cissé, il est vice-président, il est homme d'affaires? Oui, puisque vice-président. Puisque c'est ce qu'a avancé son père. Ah oui, mais ça fait fortune dans les affaires. Mais bien sûr, en tant que ministre de l'Agriculture et en vendant les forêts équato-guinéennes. Formidable. Vous n'avez pas de preuves. Je suis sûr que... c'est leur propre version. Lamine Cissé. Je suis sûr que si Dangote était le frère d'un président ou le fils d'un président, on allait l'amener à la justice. Pour dire tout simplement, tout ce qu'il a eu, c'est parce que... Vous savez, il y a une fois, Mobutu a été interviewé. Il dit, vous avez volé les fortunes des Congolais. Il dit, mais quelle fortune j'ai volé? Je suis allé en brousse, j'ai ramassé un diamant, je suis allé vendre. C'est la terre qui m'a donné. Voilà, c'est réductif. Je suis allé en brousse, j'ai ramassé un diamant, c'est la terre qui m'a donné. Et en RDC, aujourd'hui, les Congolais sont en train de bénéficier de ces fortunes-là. Ils ont des diamants, ils deviennent des diamantés, ils deviennent très riches. Mais est-ce qu'ils ont volé en ramassant le diamant sur la terre? Ils ont volé le peuple congolais.
la question se pose. Dans nos mentalités, est-ce qu'en tant qu'Africain, ce que la terre t'a donné, est-ce que tu as volé? Au Nigeria, à une époque, on donnait un bateau de crude oil aux officiers de l'armée. Parce que le Nigeria était à une situation d'insécurité et d'instabilité politique. À tout moment, surtout après la guerre de Biafra, à tout moment, ça pouvait éclater. Donc, les gens qui étaient dans l'hiérarchie dans l'armée, on leur donnait des croûtes de... On te donne un bateau de crude oil, tu mets ça dans ton compte, tu es bien, tu es tranquille. Bon, c'est du détournement, certainement. Mais c'est le système qui a accepté cela. En Guinée équatoriale, c'est un pays pétrolier. On dit qu'il est dans les affaires. S'il il travaille dans le pétrole et il gagne de l'argent, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le fils du président. OK? Donc, il ne peut pas se permettre cette... Je dis, je suis sur des principes, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas encourager, n'est-ce pas? Je souhaiterais que ces gens-là investissent cet argent-là en Afrique ou en Guinée équatoriale, etc. Je suis d'accord. Mais combien d'Africains ont des milliards implantés dans... Vous parlez de jurisprudence. Hein? Mais alors, Obiang, s'il ne s'appelait pas Obiang aujourd'hui, personne n'allait le poursuivre. Parce oui, parce qu'il s'appelle Obiang. C'est pourquoi j'ai dit si Dangote, et je sais comment Dangote, c'est la relation avec Abacha. C'est Abacha qui lui a facilité les possibilités, il s'est enrichi. Mais c'est un homme d'affaires. Il fait vivre, il investit partout en Afrique. Et là, est-ce qu'il faut le poursuivre? Non. Moi, je dis c'est un Africain qui a gagné. Si demain, il va acheter des châteaux en France, cette transparence, c'est pourquoi j'insiste et je persiste. Je dis, je suis d'accord qu'ils nous aident, mais ils n'ont qu'à nous aider là où c'est productif. Il ne faut pas qu'ils nous aident là où c'est contre-productif. Alors, ce procès-là, parce que Maître, il est dans le procès déjà, lui. Parce que vous savez, quand vous allez au procès, vous le touchez. Il donne même des solutions, n'est-ce pas, à l'avocat des ONG. Là. La Métissé, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de créer quand même un précédent? Est-ce que ce n'est pas une jurisprudence fâcheuse qu'on veut instaurer? Non, moi, c'est-à-dire que si... Parce que ça, là, ça va avoir un effet d'entraînement. Je voudrais que les ONG la continuent. Quand ils finissent avec OB, ils disent qu'ils vont aller au Gabon. Je serais très content d'aller au Gabon. Mais il ne faut pas qu'ils aillent au Gabon pour s'attaquer à des individus. Il faut qu'ils aillent au Gabon pour s'attaquer à la France-Afrique. Le Gabon, le potentiel gabonais. Pourquoi le Gabon, les Gabonais sont pauvres jusqu'à présent, avec tout ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Ali Bongo, à un moment donné, a pris le patrimoine du papa pour verser ça dans les caisses de l'État. Il l'a fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 ans, 40 ans de gouvernance au Bongo? Quelle est la part de responsabilité de ce système? Vous voulez qu'on sorte les cadavres? Non, pas les cadavres. Il faut qu'ils nous aident. Historiquement, nous allons leur dire vraiment merci, bravo, vous aimez les Africains. Mais je dis, le système, la manière dont ils sont en train de le faire, et je persiste, je signe, pour moi, ça n'a aucun impact. Parce que le système qui continue à piller, parce que c'est comme s'il y a 100% de pillage, vous prenez 1% pour s'attaquer. Il faut prendre les 95% des systèmes qui nous permettent, pour nous aider et nous montrer les solutions, et mettre les chefs d'État au pas. Nos dirigeants qui sont dans ce système-là, les mettre au pas. Et là, maintenant, vous allez voir les organisations africaines vont se joindre à tout cela, Amnesty International, tout le monde va se joindre à eux pour dire vraiment, vous n'êtes plus pas des philanthropes, mais vous aimez le peuple africain. Nous sommes avec vous. Alors, votre avis sur la question de l'immunité. Est-ce que, selon vous, on peut demander à un ministre, vice-président d'un État de se présenter? L'État est souverain. L'État équatorien est souverain. Il faut respecter la souveraineté de nos États. Parce qu'en France, aucune juridiction africaine va apporter à la justice un ministre français, même un planton français. Ils ne le feront pas. Donc il faut qu'on nous respecte. C'est extrêmement important. Voilà, oui, il faut qu'on nous respecte, mais il faut que nous nous respections. Et je crois que ce débat suscite polémique parce qu'il y a une méconnaissance du droit. Il ne s'agit pas de politique. Vous n'allez pas laisser libérer un voleur qui vole à Paris sous prétexte qu'il est ministre guinéen ou béninois. C'est un pays dans lequel c'est une infraction, et une infraction, ça se poursuit. Dans leur propre pays, quand un ministre ne signe pas correctement un document
On le poursuit, on le fait démissionner. Des ministres sont allés en prison en France parce qu'ils étaient impliqués dans des affaires. On ne peut pas poursuivre tout le monde, on n'arrive pas à poursuivre tout le monde. Un pays dans lequel un président de la République qui n'a dû son salut qu'à des textes votés très rapidement pour le protéger pendant son mandat, est convoqué devant les juges d'instruction. Des présidentiables sont condamnés, Alain Juppé. Le président Nicolas Sarkozy est convoqué régulièrement devant les juges d'instruction, renvoyé en correctionnel. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que dans un tel pays, qui fait d'ailleurs correctement les choses, il n'y ait pas d'excuses pour des gens dont le crime est avéré? Ce n'est pas parce que nous sommes polygames en Africain que si les Français disent qu'ils ne veulent pas de polygamie, on va leur imposer nos mœurs. Alors, Maître Alain Onla, est-ce qu'on n'est pas en train de donner quand même une compétence juridictionnelle universelle? C'est ce que j'ai expliqué. D'abord, la compétence juridictionnelle universelle n'est pas une mauvaise chose. C'est une excellente chose puisque ça a permis, par exemple, la poursuite des crimes contre l'humanité qui ont été jugés imprescriptibles. Il a fallu que certains pays comme la Belgique, par exemple, et la France ensuite, inventent cette jurisprudence de compétence universelle pour que nous ayons, par exemple, droit au procès Hissène Habré, puisque les Africains, et le président Wade en particulier, ont pris leurs responsabilités et ont commencé à mettre un terme à l'impunité. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on dit compétence universelle, ça veut dire que, quand bien même aucun lien de rattachement, parce qu'il faut que je vous explique, de l'infraction n'existe dans le pays qui se dit compétent pour juger, on se dit quand même compétent. Il y a des règles de compétence, c'est-à-dire qu'on peut vous poursuivre au Bénin. Par exemple, si vous êtes béninois et que vous avez commis une infraction ailleurs, je vais prendre l'exemple de la France. Si vous êtes français et que vous avez commis une infraction à l'étranger, la France peut vous juger. Si vous êtes étranger vivant sur le territoire français, la France vous juge. Si vous avez commis une infraction contre un Français, la France vous juge. A fortiori, lorsque l'infraction est perpétrée sur son territoire. Nous n'allons pas, par exemple au Bénin, lâcher un trafiquant de drogue étranger sous prétexte qu'il est étranger. Voyez-vous, c'est sur notre territoire que l'infraction a été commise. Donc, ce que Maître Marcigny appelle par esbrouf et par rhétorique une compétence universelle qui n'est pas mauvaise, n'en est pas une. Il s'agit d'une compétence territoriale, nationale, prévue par le Code de procédure pénale français que Maître Marcigny, qui a été bâtonné de Paris, me semble-t-il, si mes souvenirs sont exacts, ne peut ignorer. La belle preuve, c'est que la France ne se préoccupe pas des avoirs suspects et frauduleux qui ont été saisis en Suisse. Elle ne se préoccupe pas de ce qui a été saisi aux Pays-Bas. Elle ne s'est pas préoccupée de ce qui a été saisi aux États-Unis. Elle se préoccupe de ce qui se passe sur son territoire, point barre. Et c'est nous, c'est le gouvernement équato-guinéen qui s'est transporté là-bas. S'ils n'avaient pas mis ça là-bas, ce qui est caché à Abu Dhabi, la France ne juge pas. Enfin, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y en a un peu partout. Et je termine en disant que ce n'est pas seulement le cri d'un juriste qui trouve que les choses sont parfaitement faites et que il faut bien que l'impunité s'arrête quelque part. C'est pas parce qu'on n'a pas encore fait le procès de la colonisation de l'esclavage qu'on va continuer se laisser aller. Il faut arrêter à un moment donné. Mais c'est surtout le cri du citoyen. Je préfère, parce que nous sommes impuissants chez nous, parce que nous ne comprenons pas ce combat, parce que nos régimes dans la plupart des pays ne permettent pas que nous puissions nous exprimer et nous insurger contre cette kleptocratie, heureusement, il y a la France pour venir encore à la rescousse et libérer les énergies. Non, je suis séduit parce que chaque fois que je rencontre maître, s'il s'agit du droit, je suis à l'école du droit. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Merci pour ça. Mais je suis en train de vous dire que si on juge le fils là, ils vont rapatrier l'argent en Guinée équatoriale. Lui, ils vont l'enfermer en France. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de me dire. Permettez. On a quelle finalité? Non, permettez que je réagisse là-dessus. Parce que le but, c'est pas forcément de le mettre en prison. C'est vrai, il encourt 10 ans de prison, on ne va pas lui courir après. Mais c'est de pouvoir, par exemple, confisquer ses avoirs. Et faire ça, amener ça en Guinée. Mais c'est maintenant qu'il faut que le gouvernement équato-guinéen prenne ses responsabilités. Parce qu'il est encore possible
de rapatrier les fonds en Guinée. Mais bien sûr. Mais ça c'est très bien. Non, mais Si c'est mais ça, si c'est très on ne bien. le fait Maintenant. pas, c'est pour ça que je demande l'anticipation. Voilà. Ça dit que le but, puisque les fonds sont déjà en France, on va certainement ordonner leur confiscation et leur restitution éventuelle Bon, à maintenant. l'État équato-guinéen, mais il faut qu'il soit présent et qu'il anticipe. Voilà, c'est ça que je dis. Moi, pour moi, là, les biens, là, c'est très petit. Ce que les colons ont pillé, là, c'est beaucoup plus grand. Si on nous rapatrie ces pillages-là, économiques-là, mais on va dormir tranquillement en Afrique. Mais jusqu'à présent... Maintenant, ce que je voudrais... aucun rapport n'est sorti. Voilà, c'est pourquoi il faut porter plainte contre l'Occident pour le pillage économique des ressources africaines. Cette cour-là, ces ONG-là, je voudrais qu'ils abondent dans ce sens-là. Et qu'ils prennent des avocats pour ça. Et vous, là, je crois que vous allez bien défendre l'Afrique. Alors, Quand on vous prend dans ce sens-là, en tant qu'avocat pour la défense de l'Afrique, je suis très heureux parce que vous aurez bien défendu notre Afrique. Mon cher Lamine, je vous remercie. Et là où je voudrais que nous nous rejoignions, nous sommes d'accord pour dire que les Blancs nous ont colonisés, nous ont pillés. Mais si nous sommes dans ce combat, comment pouvons-nous justifier que nous-mêmes, devenus dirigeants, nous prenions nos ressources pour aller les verser chez les pilleurs? C'est le système. Et quand on a... Oui, mais quel système? C'est ce Attendez, système est-ce qu'on lui a mis en mis place qui le permet. Est-ce qu'on lui a mis un revolver sur la tempe pour qu'il aille commander des yachts aux Pays-Bas, machin, etc. C'est lui-même qui volontairement a amené les mallettes là-bas. Et comme vous l'aviez dit, ça aurait été mieux d'utiliser ce recel en Afrique et même mieux de l'éviter. Donc nous sommes dans le même combat et moi je dis que, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas été victimes, mais nous sommes d'autant moins crédibles à déposer plainte contre ce système que nous aurions encouragé cette filouterie à grande échelle contemporaine par nos propres dirigeants. Alors, aujourd'hui, je voudrais recueillir vos avis sur la position de l'avocat de Maître Bourdon, avocat de Transparency, qui dit qu'il traite les autorités de Malabo de corrupteurs internationaux. C'est des propos qui, moi, m'ont quand même un peu ému. C'est l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'il doit dire. Il doit dire que les Occidentaux sont des corrupteurs internationaux pour avoir instauré des systèmes de pillage qui ne laissent dans nos pays que des corrupteurs. La corruption, c'est venu de l'Occident. Hein. Le mot corruption, là, dans votre langue, on dit ça comment? Moi, je passe ça dans ma langue, la corruption. Je ne peux pas le dire. C'est eux qui ont amené la corruption chez nous. C'est eux qui nous ont gouvernés pendant combien de siècles? Ok, vous savez, avant la conférence de Berlin, les réunions qui ont été faites, la conférence de Berlin, qu'est-ce qui a été dit quand ils venaient en Afrique? Il faut évaluer tout ça là. Moi, je suis d'accord. Maintenant, ils ont ouvert la boîte à Pandore. Maître, vous allez avoir du travail. Parce que je voudrais que ces ONG-là, si je savais, il faut donner de l'incitation. Parce que ça là, c'est formidable. Je suis très content. Mais maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Il faut maintenant qu'on porte plainte systématiquement, n'est-ce pas? Au niveau des tribunaux, la France là, le pillage là, on n'a qu'à aller sur le terrain français d'abord. Quand on critique la France, on va aller aux États-Unis. On n'a qu'à faire ça comme ça. Permettez que je réagisse parce qu'il faut que je sois impératif pour vous dire le pathétique et le dramatique dans l'histoire. Vous vous rendez compte, on défend les intérêts africains ou équato-guinéens et qui défend? C'est un avocat blanc français. Et le gouvernement équato-guinéen, mais qui le défend? C'est encore un avocat français blanc. Maître Bourdon, qui est un confrère et qui fait un travail formidable, un travail militant, mais à coups de milliards, qui est invité dans tous les procès africains, il nous vole un peu la vedette. Il était à Dakar pour il est le partout. Abré aussi. Alors qu'on a des avocats comme vous. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Justement, donc j'aurais pu... Le patriotisme africain. Non, attendez, je viens au patriotisme. Le patriotisme équato-guinéen ne l'a pas amené à choisir comme star un avocat équato-guinéen ou un avocat africain. Tout court. Voilà, il a choisi un avocat français. Et donc, ça aurait pu nous agacer. Je suis d'accord. Mais c'est vous dire à quel point nous sommes limités et méprisés dans tous les compartiments par nos gouvernements. Je suis d'accord avec vous. Vive le combat. Je suis d'accord avec vous. Mépris, c'est un mot qui m'intéresse. J'ai l'impression qu'il y a du mépris dans les propos de Maître Bourdon vis-à-vis des autorités équato-guinéennes. Il va jusqu'à affirmer que le président ou l'équipe au pouvoir méprise le peuple équato-guinéen. Écoutez, parce que je suis africain et seulement parce que je ne veux pas donner l'impression que les Béninois
sont indisciplinés, je garde une certaine distance par rapport à de tels commentaires dont je dis tout simplement qu'ils n'ont pas été volés. Parce que nos dirigeants se conduisent d'une manière insultante pour l'intelligence, insultante pour l'humanité et prêtent le flanc à des critiques acerbes de ceux qui, normalement, n'auraient jamais dû avoir quelque chose à redire. En principe, aujourd'hui, permettez, ce n'est pas du racisme, le français, le belge, qui d'autre devrait avoir honte et s'incliner chaque fois que l'Afrique se plaint. Malheureusement, nous sommes jetés par terre, nous avons des régimes ubuesques qui permettent aux bourreaux de se gausser de nous. Alors, notre correspondant au Cameroun était à Malabo. Il a constaté avec le matériel de Sika TV des milliers de militants du parti au pouvoir qui ont déferlé dans les rues. Ils ont appelé à ce que ce procès s'arrête. Ils traitent ce procès de mascarade et une manifestation similaire s'est déroulée aussi à Bata. Est-ce que c'est une colère sociale qu'on peut comprendre, Lamine Sissi? Vous savez, il y a la fibre patriotique qui s'enflamme parce que c'est ce que je suis en train de dire, c'est un peu révoltant quand vous voyez. Évidemment, ça va. Moi, je suis très content, je suis très satisfait qu'eux, ils amènent ce débat-là, de faire un procès. Donc, c'est possible. Il faut aller plus loin alors, si c'est possible. Maintenant, dans ce processus-là, c'est pourquoi j'ai dit au départ à Maître, mais qui on défend? C'est le peuple guinéen équatorial qu'on défend. Et ce peuple même est dans la rue pour dire, nous ne sommes pas d'accord pour ce que vous faites. Mais en termes de droit, qu'est-ce que vous faites en réalité? Ce peuple a dit, ce monsieur-là, c'est notre frère, il ne nous a pas volé. S'il nous a volé, là, c'est notre argent. Quel est votre problème? Parce que je pense qu'ils ne se sont pas attaqués là où ils doivent s'attaquer, au système. Quand on s'attaque au système, mais tout le peuple s'identifie par rapport mais au combat. On a l'impression que il y a une instrumentalisation derrière, une intervention politique derrière, qui a mis beaucoup d'argent pour instrumentaliser même ces ONG. Parce que, non, l'impression laisse entrevoir cela. C'est pas parce que ces ONG-là sont propres. S'ils étaient propres, moi, j'ai dit non. Moi, si j'étais membre de cette ONG-là, je vais dire non, on ne va pas commencer par là. Alors, Maître Aléon-là, rapidement, on sait que les juges d'instruction ont aussi ordonné la saisie d'une quinzaine de voitures de luxe à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, concernant la famille Sassou Nguesso. On sait qu'on a parlé d'un immeuble reçu en héritage par le président Ali Bongo, qu'il a offert déjà à la jeunesse gabonaise. On a l'impression que ces dossiers-là ou ne représentent pas la priorité, ou que ça n'avance pas comme on voudrait faire juger Théodoro. Avant de répondre, je dirais, c'est un adage de chez nous, quand le mur n'est pas lézardé, le magouillard ne s'y introduit pas. Voilà. Le gouvernement équato-guinéen a trouvé un argument facile. Moi, je n'ai pas été dans la France-Afrique, c'est pour ça qu'on me réserve ce traitement, etc., etc. C'est bien beau. Pourquoi ça s'est accéléré en Guinée équatoriale? Parce que Théodoro Obiang Nguema a facilité par son absentéisme le déroulement de l'instruction, encore qu'il a eu le temps de faire tous les recours et ils n'ont pas anticipé. Quand vous me parlez du peuple, croyez-vous que nous aurions pu tenir un tel débat à Malabo ou à Bata sans soutenir le régime ou le faire impunément? Non. Et tout au plus, je dirais, ou tout au moins, je dirais, il y a le syndrome de Stockholm. Le peuple, on peut l'instrumentaliser. Non. Ce que je voudrais dire, je ne sais pas, en guise de conclusion, c'est qu'il faut que nous anticipions. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de se braquer dans une posture de « je suis vice-président, vous n'avez pas le droit ». Puisqu'il y a des sociétés françaises qui ont des marchés en Guinée équatoriale. Absolument. L'enjeu, c'est d'empêcher ceux que l'on voudrait qualifier de mercenaires, de mettre la main sur le magot, comme la Suisse a pu s'enrichir sur le dos des Juifs et même des Africains, parce que nous ne sommes pas présents. Le dossier n'était pas politique, mais c'est par la politique et la diplomatie qu'il faudra le résoudre. Donc, j'invite le gouvernement équato-guinéen, à l'instar de ce que Ali Ben Bongo a commencé à faire, se rapprocher très rapidement et de trouver la formule qui permette de rapatrier au moins tout ou partie de cette fortune qui risque d'être confisquée
au profit de qui? Du Trésor français. Voilà. Mais oui. Voilà qui est clair et qui met déjà un terme à ce débat. On n'a pas vu le temps passer, il était sur ce plateau, Maître Alain Orunla. Le cours de droit est passé. Face à lui, Lamine Cissé, un panafricain, écrivain, expert en communication politique. Ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.